Allez, il est 15h30, c'est l'heure de parler de la création d'entreprise. Ici, vous venez dans ce salon pour découvrir vos voies de formation, d'orientation, et on peut créer, peu importe son âge, peu importe son milieu, ses moyens, vous allez le voir. Ce qui suffit juste, c'est d'avoir un peu de niaque et surtout l'envie. Et puis, dans bien souvent des cas, c'est d'être bien entouré, d'aller taper aux bonnes portes. Et justement, Claire, c'est l'une des portes, l'un de ces visages en région Auvergne-Rhône-Alpes de la création d'entreprise, de la reprise. On verra qu'il y a différentes formes pour créer. Alors, avec nous, Claire Giaconelli, vous travaillez à la CRMA, Chambre régionale de métiers et d'artisanat, donc région Auvergne-Rhône-Alpes. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? Quel est votre lien avec les entreprises? Alors, bonjour à tous. À la chambre de métier, on va parler du réseau des chambres de métier, il y en a une par département. Nous sommes en charge d'accompagner et de référencer, on appelle ça immatriculer, les entreprises qui relèvent des secteurs de l'artisanat, c'est-à-dire les métiers du bâtiment, les métiers de bouche, les métiers où l'on fabrique, la notion de fabrication, et de service à la personne au sens homme toute main, repassage, etc. Nous travaillons de pair, je tiens à dire, avec les chambres de commerce, Chambre régionale de commerce, qui, elles, s'occupent de Donc là, ce sont toutes les autres entreprises. Les autres entreprises, hormis l'agriculture qui est à l'agriculture, voilà, l'artistique qui est à l'artistique. Voilà. Mais au-delà de ça, entre la Chambre régionale de commerce et la Chambre régionale de métier, on est en charge chacun d'accueillir ce qu'on appelle nos ressortissants, des gens qui relèvent d'activités soit commerciale pour la chambre de commerce, soit artisanale pour la chambre de métier. Et tous, nous avons des antennes départementales qui volontiers proposent des parcours aux créateurs d'entreprises, jeunes ou moins jeunes. Et c'est ce qu'on va voir en fonction de qui vous êtes, du public ciblé. Est-ce que vous êtes jeune, moins jeune, en reconversion, en situation de handicap? Quelles sont les aides? Alors, premier point de départ, créer son entreprise. Waouh, j'en rêve, c'est génial, j'ai envie de me lancer là-dedans. Mais qui peut créer? Est-ce qu'il y a un type particulier de créateur? Et là, on est dans un centre jeune, on va peut-être déjà parler des jeunes. Est-ce que je peux être étudiant et créateur d'entreprise? Oui. Alors déjà, tout le monde peut créer une entreprise par définition. Après, lorsque l'on est jeune, alors permettez que je présente les jeunes comme les moins de 26 ans. Mais rassurez-vous, on est aussi jeunes après 26 ans. Nous en témoignons volontiers, Sandrine et moi-même. Typiquement, oui, parce que la loi permet à partir de 16 ans, sous certaines réserves toutefois, faites toujours vigilance sur l'activité que vous voudriez créer lorsque vous auriez 16 ans, par exemple, puisqu'il y a des actes qui ne sont pas toutefois possibles, sauf sous émancipation, puisqu'on peut être un jeune émancipé, mais ça c'est à voir avec un avocat et avec sa famille pour pouvoir entrevoir l'émancipation. Mais effectivement, à partir de 16 ans, on peut créer une entreprise. Alors quand on est par ailleurs salarié, on va prendre l'exemple des apprentis qui sont quand même beaucoup représentés sur ce salon, ils peuvent également créer puisqu'ils sont salariés. Soit, mais tout salarié, et du coup je peux l'élargir à tout le public salarié, peut créer une entreprise en parallèle de son contrat de travail. La seule réserve que je me permets de mettre, c'est de vérifier absolument sa convention collective, car il y a encore quelques activités, mais plus tant que ça, qui, de par les statuts, ne leur permettent pas d'avoir une activité de chef d'entreprise par ailleurs, ce qui est de plus en plus rare. Par contre, n'oublions pas que l'on doit loyauté à son employeur. Donc qu'on soit apprenti ou qu'on soit salarié dit classique, on se doit de faire en sorte de ne pas faire strictement la même chose que son employeur. On lui doit donc loyauté. On doit vérifier que dans son contrat de travail, il n'y ait pas de notion de clause d'exclusivité ou de non-exclusivité à voir tel que c'est tourné, ni de clause qui permettent de dire qu'on ne peut pas faire la même activité à tel endroit, sur telle durée, etc. Donc il faut quand même vérifier son contrat et sa convention collective. Voilà, si on veut créer quand on est salarié, mais on le verra dans certains chiffres, 60% des créateurs d'entreprises étaient au chômage, parce que des fois, il vaut mieux couper avec l'ancienne activité. Voilà, la loyauté avec le boss, c'est mis de côté et on se lance dans sa nouvelle aventure. Et là, on déploie tous ses atouts et parfois la clientèle qu'on a connue. Alors, on revient juste sur les jeunes et puis après, on va parler de façon beaucoup plus générale. Quels sont les atouts ou au contraire les défauts des jeunes pour créer? Ceux qui ont peut-être envie, là, qui sont face à nous, c'est quoi leurs atouts principaux? Alors, leur atout, c'est d'être nombreux, parce qu'on a beaucoup de monde là, donc ça fait plaisir. Leur atout, c'est l'ouverture au monde. Alors, vous avez le droit de me dire qu'on n'a pas attendu d'avoir 16 ans pour avoir l'ouverture au monde, mais enfin, c'est quand même une de leurs spécialités, de leurs spécificités. Les jeunes, ils ont aussi une certaine disponibilité quand ils le veulent bien, quand ils veulent sortir de quelques écrans qui les additionnent. Mais en fait, par définition, ils ont quand même plus de disponibilité que qu'un public dit classique. Et puis surtout, ils ont de la motivation.
Et l'avantage, toutefois, quand ils sont en alternance ou en apprentissage, c'est qu'en plus, ils ont une expérience technique que n'ont pas d'autres qui commencent à créer, parfois sans expérience professionnelle. Donc, par définition, un jeune, il a effectivement, au-delà de sa motivation, aussi des compétences acquises qu'il va pouvoir mettre en valeur dans son projet. Plus globalement, la compétence nécessaire pour créer, c'est bien évidemment de croire en ce que l'on fait et d'avoir une activité ciblée. Il faut quand même avoir en tête une activité dans laquelle on peut déployer une prestation, une fabrication, un service. Il faut partir de là. Voilà, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, parce qu'effectivement, donc quand vous êtes jeune, diplômé en formation ou l'autre, le bonus aussi, c'est que vous êtes entouré. Et souvent, dans les établissements supérieurs, vous avez des incubateurs et on vous donne accès. On voit par exemple le M Lyon, l'ISARA, vous pouvez tout de suite intégrer l'incubateur. Et puis surtout, on n'a rien à perdre. On est au début de sa vie professionnelle. Quand on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Ça, c'est important. Alors, on met de côté toutes les considérations jeunes. On va dire, j'ai pas l'argent, j'ai pas le budget. Non. Moi aussi, je démarre, je suis adulte, j'ai peut-être pas l'argent dans les poches. J'ai une envie, j'ai la motivation. Concrètement, je veux devenir chef d'entreprise, j'ai envie de monter ma boîte. Vers qui je me tourne? Quelles sont les premières portes d'entrée, Claire? Alors, vous allez partir à cet instant de l'activité que vous voulez faire. Je dis bien à cet instant parce que les lois vont permettre aussi de plus en plus d'être inscrits à un même endroit. Mais à cet instant, selon votre activité, vous allez être inscrit dans des structures différentes. On l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est artisanal, chambre de métier, agriculture, chambre d'agriculture, tout ce qui est commerce, c'est la chambre de commerce. Et chacun d'entre nous, allons vous proposer de partir de votre parcours, de votre profil, en partant généralement d'une réunion d'information qui permet au moins d'avoir le vocabulaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous dira ne vous paraîtra plus du chinois, vous permettra de comprendre un business plan, une étude de marché. Donc au moins que vous ayez le vocabulaire. Chose importante, dans ces réunions d'information, on vous donne aussi des informations d'actualité. N'oubliez jamais que ce qu'on vous dit aujourd'hui sera faux demain matin, parce que les actualités en termes juridiques, fiscales et sociales, elles changent régulièrement, et tant mieux, parce que souvent au bénéfice du porteur de projet. Donc n'oubliez jamais que quand vous avez fait une réunion d'information qui vous permette de mûrir un peu votre projet et que vous allez le reconduire ou le continuer 6 ou 7 mois plus tard, vous refaites des réunions régulières pour que vous puissiez vous tenir au courant des actualités législatives, juridiques et fiscales. Et n'oubliez jamais qu'on ne constitue pas un dossier en fonction d'une actualité juridique fiscale, mais que l'on constitue à partir d'une activité et de la faisabilité de cette activité. Je dis toujours, et je l'ai dit tout à l'heure à des gens que j'ai vus, quand on choisit des chaussures, on fait en sorte qu'elles aillent plutôt bien à notre pied, qu'elle fasse un joli pied, soit, mais que quand on fait de la randonnée, on arrive facilement à marcher. Si on veut faire volontiers de la danse de salon, comme je dis, qu'elle soit adaptée. Bref, on va bien adapter la chaussure au pied et pas l'inverse. Donc typiquement, tant qu'on n'est pas sûr de ses 2 pieds dans son projet, on ne réfléchit pas. Forme juridique, sociale ou fiscale. On aura tout le temps de le faire avec les réseaux chambres de commerce, et surtout des professionnels, tous ceux qui sont autour de la création d'entreprise, ces acteurs. Alors moi, tout simplement, je me dis, je suis motivée, je veux me mettre à mon compte, j'en ai ras-le-bol d'avoir un patron, ou alors, tiens, j'ai un concept, j'ai une idée, mais je ne sais pas clairement, j'ai rien écrit, j'ai pas un bouquin comme ça sur ma future entreprise. On part de l'idée. Est-ce qu'il faut, on peut quand même avoir accès aux chambres consulaires? Allez vous voir. Par où on part? Il faut quoi? Trouver l'idée incroyable qui va me permettre de gagner de l'argent? Il faut quoi? Que je regarde mes compétences? Par quel point de départ on peut se lancer aussi pour trouver l'idée de l'entreprise? Le point de départ, c'est le parcours personnel. Son parcours personnel qui va additionner la vie professionnelle, la vie associative, la vie bénévole, la vie avec sa famille, dans lequel il y a forcément une compétence, des compétences acquises. Donc à partir de là, on part d'une idée qu'on pourrait avoir, et de cette idée, on essaye de dessiner. Alors je le disais tout à l'heure, quand je dis dessiner, c'est vraiment dessiner. Je prends un crayon, je prends un papier, je prends une tablette, et je dessine ce que je veux en faire. Et en face, je mets à chaque fois à mes yeux, ce dont j'aurais besoin. Et est-ce que je laisse ce besoin-là, concrètement? Est-ce qu'on peut prendre un exemple clair? Par exemple, je prends une papier, un crayon, qu'est-ce que je fais? Typiquement, on prend un projet. Vous avez envie d'ouvrir un magasin de fleurs. Donc voilà. Première chose, ouvrir un magasin de fleurs, c'est quoi? C'est d'abord trouver un lieu. Oui, d'accord. Donc trouver un lieu, on regarde et on se dit, est-ce que je laisse ce lieu? Non. Si je ne l'ai pas, je dis, faut que je me fasse aider pour le trouver.
Et je chiffre, le cas échéant, à mes yeux, ce que ça peut représenter le coût d'un bail commercial pour un établissement que je repérerai dans mon quartier. Puis deuxième chose, il faut quand même que je sache faire des bouquets de fleurs, il faut quand même que je connaisse un peu le métier. Donc je vais vérifier toujours la réglementation du métier dans lequel je veux m'installer. Hop, je tire le fil et je vérifie toute la partie réglementaire et je vérifie si j'ai la compétence et si je ne l'ai pas, est-ce que quelqu'un peut le faire à la place. Et ainsi de suite. Vous déroulez la pelote de laine sur chaque dessin que vous faites de votre projet. En face, vous imitez la compétence que vous estimez être nécessaire et de vous dire je l'ai ou je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Pour les apprentis, pour les jeunes, c'est le moment ou jamais d'utiliser leur cursus pour se former, pour l'acquérir. Pour d'autres demandeurs d'emploi ou salariés, c'est le moment ou jamais d'utiliser les plans de formation continue pour aller un petit peu plus loin. Bref, c'est vraiment de tirer des dessins que vous en avez dans la tête, que vous allez formaliser, toutes les compétences qui sont nécessaires en face. Nous, fort de ça, les accompagnateurs, on va débrouiller tout ça, on va tourner ça dans tous les sens, on va le mouliner et après on en fera ce qu'on appelle un prévisionnel. C'est ça, et il y a plusieurs sessions de rendez-vous, de formation qui vous permettent au fur et à mesure, peut-être qu'au bout de 6 mois vous serez convaincu et le projet sera noté noir sur blanc, ça sera évident, peut-être qu'au bout de 6 mois vous direz non. C'est une aventure qui, au final, je me suis trompée. Et surtout, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'on peut créer une entreprise, mais il y a d'autres façons d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus? Par exemple, on sait qu'on est super motivé, mais alors tout recommencer à zéro, trouver un nom, un local, là, c'est compliqué. Il y a aussi la reprise d'entreprise qui peut être une solution. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la reprise d'entreprise, on va en parler, parce que cette dernière nécessite quand même des fonds financiers non négligeables. Donc, il faut le garder en tête. Vous avez aussi ce qu'on appelle les coopératives d'activité, c'est-à-dire des structures qui vont vous porter juridiquement pour tester une idée que vous avez. Donc typiquement, juridiquement, ce n'est pas vous qui allez vous rendre responsable. Par contre, c'est vous qui serez responsable du chiffre d'affaires que vous amenez à la coopérative d'activité. Donc vous êtes dans une structure qui vous accompagne, une structure qui vous porte juridiquement, mais n'empêche que ça vous permet de tester votre idée, de tester votre marché, en étant, entre guillemets, un petit peu assuré, parce que vous avez une structure juridique qui vous aide. Vous avez aussi la notion pour les étudiants du statut étudiant-entrepreneur, qui là n'est pas un statut juridique, mais c'est simplement la possibilité, pendant en général une année, de pouvoir mener son projet en parallèle de ses études, d'avoir un statut social correspondant qui est le statut de l'étudiant et que vos études soient aménagées en conséquence, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre stage d'études, par exemple, sur la conduite de votre projet. Donc vous voyez que selon les stades où vous en êtes, vous pouvez avoir des phases d'accompagnement pour vous aider à ne pas être totalement dans la création immédiate. Quant à la reprise, c'est une forme comme une autre. N'oubliez pas que reprendre, c'est reprendre quelque chose qui existe. Donc c'est reprendre quelque chose qui a une valeur, donc forcément un coût, parce qu'on va racheter quelque chose qui a déjà été éprouvé, quelque chose qui a déjà fait un chiffre d'affaires, donc on sait un petit peu près les perspectives. Ça peut être un nom, ça peut être des produits, un lieu, il y a tout un cahier des charges. Tout un cahier de ça va du fonds de commerce, comme vous dites, ce que vous appelez le nom et les clients, jusqu'au mur, jusqu'au titre des sociétés. Bref, là, tout est possible, mais ça a un coût. Alors, ça a un avantage auprès des financeurs, c'est qu'ils savent ce que vous achetez, puisqu'il y a des comptes qui existent déjà. On a des chiffres, en d'autres termes. Mais par ailleurs, il faut quand même volontiers avoir des fonds et avoir économisé. Donc pour refaire le parallèle entre jeunes créateurs ou moins jeunes créateurs, c'est vrai que là, le désavantage d'un jeune créateur, c'est qu'il n'a pas forcément les fonds suffisants pour ce type d'action qu'est la reprise, alors que quelqu'un qui a tout un parcours professionnel, qui parfois pour plein de raisons a pu mettre de côté suffisamment pour effectivement reprendre l'entreprise. Mais c'est un mode comme un autre pour créer une activité. Un mot rapide, on a encore 2 à voir. La franchise, quelle est la différence avec la reprise, la franchise? Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus, la spécificité de se lancer comme chef d'entreprise là-dedans? Alors en fait, la franchise, c'est un mode commercial. Lorsque je vous disais, vous allez mettre sur un bout de papier, on le disait tout à l'heure, je vois qu'il y en a à qui j'ai déjà dit ça, donc ils savent que je répète, mais c'est l'art de la pédagogie, c'est de se dire, en face de je vais créer ou reprendre une entreprise, quelles compétences il est nécessaire? Une des principales, au-delà de connaître son métier, c'est de savoir vendre. Oui, mais on n'est pas tous faits pour vendre, chacun son truc. Bon, ça s'apprend, vous me direz, ça je vous l'assure. Mais il y en a, c'est vraiment pas leur truc. Parmi les modes, entre guillemets, possibles, c'est de prendre un commercial, oui,
mais c'est aussi de passer par une franchise. Parce qu'en fait, une franchise, c'est un moyen pour vous de créer votre entreprise. Hein. Vous ne créez pas en franchise, vous créez votre entreprise, mais vous allez signer un contrat avec une structure qui a monté tout un process commercial et de production qu'il va mettre à votre disposition. Qu'on soit clair, il le mettra à disposition dès lors que vous aurez payé, bien évidemment, et c'est logique, un droit d'entrée, c'est-à-dire un achat de l'entrée dans la franchise et des royalties régulièrement, mais des royalties pour bénéficier régulièrement de leurs fournisseurs, de leur process commercial, de leur publicité, de leurs outils utiles pour vous faire connaître. Mais n'oubliez jamais que la franchise, c'est un mode comme un autre de vendre vos produits, votre prestation. Ce n'est en aucun cas un statut juridique. Vous vous créez en entreprise, vous êtes responsable en tant que chef d'entreprise, mais vous choisissez un mode commercial différent. Ce n'est pas du commercial direct, c'est du commercial grâce porté par la franchise. Alors bien sûr, sachez que les chambres consulaires, CCI, CMA sont là pour vous aider dans le choix de la création, reprise, la franchise. Un autre terme qui revient beaucoup, est-ce que ça peut être un test aussi, devenir auto-entrepreneur? Est-ce qu'on peut parler, on n'est pas chef d'entreprise, mais on a quand même une activité d'entrepreneur, on fait une facturation et une prestation. Est-ce qu'on peut parler de ce statut d'auto-entrepreneur? Oui, parce qu'on est surtout et avant tout un chef d'entreprise. Hein. Auto-entrepreneur, ça n'existe plus en tant que tel, mais on aime bien ce terme, et tant mieux. Hein. C'est en fait une entreprise individuelle. Simplement, c'est une entreprise individuelle qui a fait un choix, le porteur de projet a fait le choix du régime de la micro-entreprise. C'est-à-dire un régime qui, à un niveau de chiffre d'affaires, permet d'avoir une comptabilité plutôt très simplifiée, qui permet de ne pas avoir toute la partie TVA, hein, qui souvent fait peur aux créateurs d'entreprises. Voilà, c'est cette partie-là. Qu'on soit bien clair, c'est une entreprise comme une autre. Vous êtes entreprise individuelle, donc vous êtes responsable sur vos biens propres, mais il existe, comme pour toute entreprise, moyen de protéger des biens par ailleurs. Vous en êtes l'unique responsable. Il est simplifié parce que vous n'allez déclarer que sur du chiffre d'affaires, mais n'oubliez jamais qu'à un moment donné, le seuil de votre entreprise sera à surveiller pour être certain que ce sera plus gagnant de ne pas avoir de TVA, de ne pas avoir à déclarer un bénéfice, mais de ne payer que sur son chiffre d'affaires. Il faut toujours comparer. Quand on fait ce choix, qui est un choix tout à fait justifié dans beaucoup d'activités, le piège, c'est qu'on reste enfermé soi-même dans cette auto-entreprise et on en oublie les autres et on en oublie ces chiffres. Et on oublie que peut-être ça va passer un seuil qui fait qu'il est plus intéressant de passer au cap autre, à un autre cap, qui dit le régime du réel simplifié, je vous fais grâce des détails, mais qui vous permet d'être assuré de gagner de l'argent là où peut-être en micro, vous en perdrez parce que le seuil fait que c'est plus intéressant de ne pas avoir la TVA et c'est plus intéressant d'être calculé sur du chiffre d'affaires et non sur du bénéfice. Je dis toujours, payer 45% de charges sociales sur 1 000 € de bénéfices, c'est toujours plus intéressant que payer 22% sur 50 000 € de chiffre d'affaires. Mathématiquement, les jeunes qui vont plus vite que nous, hein, ils ont vite fait le calcul, c'est quand même plus intéressant. Ça veut dire qu'il faut toujours comparer. Auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur encore plus que les autres, parce qu'il doit quand même régulièrement vérifier que c'est un régime qui est toujours son régime de croisière. Mais il peut changer de croisière, hein. Il peut aller à un autre régime quand voilà, il si le on souhaite. teste et on se lance vraiment dans la grande aventure, comme on dit. Donc vous venez de le voir, il y a plusieurs façons de créer, qu'on ait des moyens ou non. Beaucoup d'organismes sont là aussi pour vous aider par rapport au financement, au montage du projet, au concept, donc toutes ces choses-là. Concrètement, si on pousse la porte d'une CCI ou d'une CMA, est-ce qu'il faut payer vos services? Quels sont les rendez-vous que vous donnez aux porteurs de projets? Et je parle bien de porteurs de projets et pas encore de créateurs d'entreprise. J'ai l'envie et l'idée, je viens vous voir. Comment ça se passe concrètement? Alors nous pouvons vous aider quand vous avez le projet. On se permet de le dire parce qu'il faut toujours être clair et transparent. Si vous en êtes qu'à la phase de l'idée, à part vous dire ce que je viens de vous dire, mais on le fera avec plaisir, c'est tout un travail qui dépend beaucoup de vous. Cette notion de maturation dans votre esprit, de faire passer une idée vers un projet. Par contre, dès que c'est du projet, donc dès qu'on a de la matière, nous on peut vous aider par une réunion d'information, elle est gratuite, elle vous permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de vous donner du vocabulaire, puis ensuite sous forme de formation, en général 30 heures, hein, l'équivalent d'une semaine,
sur la partie gestion de l'entreprise, plus des rendez-vous individuels qui s'appellent Je lance mon projet, qui est cofinancé par la région Rhône-Alpes et le FSE, et qui là va vous aider à avoir un conseiller qui va vous apporter le complément à votre projet à vous. J'entends bien que votre projet, c'est votre projet, c'est pas celui des autres, puis de toute façon vous avez envie d'être entendu que par une personne et que vous n'avez pas envie qu'on vous mette dans du collectif. Eh bien on va vous mettre un peu dans du collectif, parce que un des points forts du chef d'entreprise, c'est d'aller voir ailleurs, c'est de se faire un réseau, c'est de se confronter aux autres. Alors nous, on vous poussera dans vos retranchements et on vous obligera à aller voir les autres et en disant « Arrêtez de rester tout seul, votre projet, il y en a plein d'autres qui en ont, peut-être identiques aux vôtres, peut-être pas, mais il faut échanger avec eux. » Et ça, c'est vraiment le point fort du collectif. C'est d'être avec les autres, avec ses pairs, et de s'apercevoir qu'on a bien tous les mêmes questions et les mêmes problèmes, même si on n'a pas la même activité d'origine. Donc on va vous proposer à chaque fois un mixte d'individuel et de collectif. Et que ça soit donc à la CMA ou à la CCI, vous avez aussi des stages 3 jours pour entreprendre, 5 jours pour entreprendre. Et là, concrètement, pendant 5 jours, vous êtes immergé dans le monde du chef d'entreprise avec ces fameux statuts de l'entreprise. On a le business plan, on parle un peu de caisse, de chiffres, de toutes ces choses-là. Par contre, ce qu'il faut juste, c'est vous rassurer. Être chef d'entreprise, ça s'apprend. Par contre, on est bien d'accord, si votre métier c'est d'être fleuriste, vous ne serez jamais comptable. On est bien d'accord, il y a des comptables qui sont là pour ça. Il y a des gens en droit. Donc ça, c'est tous ces professionnels autour de l'entreprise. Vous allez parfois externaliser certains services, que vous ayez les moyens ou non. On vous donnera les moyens de pouvoir bien vous entourer. Après, quelles sont les choses à ne pas faire, les pièges? Donc là, on dit effectivement, c'est de se dire, oulala, je viens de pondre une idée incroyable, c'est mon bébé, je veux que personne la lise, que personne... Donc l'ouverture d'esprit, oui. Quoi d'autre? Quels sont les pièges au début? Est-ce qu'on va aller trop vite? On est trop lent? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas dans les gens que vous avez rencontrés? Alors on n'a pas de recette magique, ça on le dit toujours. Et personne ne les a, ni nous les accompagnateurs, ni les créateurs. Donc en fait, c'est quand les gens perdent confiance, quand les gens se disent « bon là c'est plus fait pour moi » et qu'ils laissent tomber, c'est le découragement. Donc le point fort d'un créateur, c'est de garder sa motivation. C'est facile à dire, mais en tout cas, souvent, c'est aussi parce qu'à un moment, il est découragé. Le plus important dans un projet, c'est à chaque fois de remettre en question et de confronter son projet avec l'extérieur. Donc régulièrement, rencontrer des gens de votre entourage, rencontrer des conseillers, rencontrer le banquier qui est un très bon conseiller en la matière. Bref, à chaque fois, confronter votre projet pour le faire évoluer. Ou d'autres créateurs, tout simplement. Ou d'autres créateurs, même si parfois les créateurs ont peur de parler de leur projet parce qu'ils ont peur que l'on leur prenne leur idée. Alors ça aussi, c'est une idée préconçue, hein. Il y a très peu de cas où quelqu'un s'est fait piquer une idée par son collègue qui a fait la même formation que lui. D'abord parce qu'il n'en a pas forcément les mêmes compétences, il n'en a pas forcément le même goût. Donc vous inquiétez pas, plus vous partagez et plus vous avez de chances de vous faire un réseau et d'avoir souvent de bonnes surprises parce que parfois il y a quelqu'un qui va vous donner une idée complémentaire qui va renforcer votre projet. Alors après, on voit par exemple, on se dit, voilà, je suis encore au boulot, je suis salarié, combien de temps ça va me prendre cette affaire? À quel moment je vais être à mon compte? Et je pense peut-être par exemple aux personnes qui sont en situation de Pôle emploi. Il y a des aides financières, on touche son Pôle emploi, on peut travailler. Mais je me lance à quelle aventure? On crée une entreprise en combien de temps? En 45 minutes pour une entreprise individuelle et en 1h30 pour une société. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, hein. J'ai parlé de l'administratif. Or, c'est pas ça une création d'entreprise. Pour autant, ça met aussi peu de temps que ça. Puis alors sur Internet, je vous explique même pas, mais faites attention. Il y a beaucoup de sites où il y a des arnaques. Et qui sont payants, n'y allez pas. Et qui sont payants. C'est négatif ça. Et vous allez vous faire rejeter au centre de formalité quand vous allez arriver et on passe pour les méchants petits canards, mais finalement, mes pauvres, c'est vous qui n'avez pas eu forcément la bonne info, donc on vous la donne dès qu'on peut. Mais typiquement, il n'y a pas une durée moyenne. Alors certains vous diraient 3 mois, 6 mois. Je me permets d'enlever toujours cette idée de la tête des gens. C'est le temps que vous allez y consacrer et surtout le faire dans l'ordre, ni plus ni moins. Cet ordre, il peut prendre 3 semaines comme il peut prendre 6 mois. Et l'ordre, c'est je dessine mon idée pour bien en parler aux autres. Je la confronte aux autres, ça s'appelle une étude de marché. C'est-à-dire que je vais regarder s'il existe la même chose, s'il existe des choses différentes, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis ensuite, je la formalise au sens financier. Combien ça me coûte? Et ça, une chambre de métier ou une chambre de commerce peut vous aider. Et là, typiquement, c'est le business plan. Voilà, combien ça va coûter? Qui peut faire une demi-journée, hein, en une demi-journée, ou même l'expert comptable, hein, l'objet. Mais voilà. Et ensuite, il y a le côté juridique, et je ne le mets qu'à ce niveau-là, parce que c'est seulement quand vous avez donné la dimension de votre entreprise, c'est-à-dire vous l'avez formalisée
financièrement que le nous, et là on peut vous aider très rapidement à dire voilà les options juridiques possibles. Et typiquement, je vous le disais, une entreprise individuelle, ça prend beaucoup moins de temps qu'une société parce qu'il y a moins de documents à faire, mais ça va relativement vite. Ça va être vraiment en fonction des étapes dans lesquelles vous faites les choses, mais vous devez le faire dans l'ordre. Effectivement, le Board et heureusement aujourd'hui il y a beaucoup de guides sur internet, même à disposition là au centre, donc CCI ou CMA pour vous aider. Donc on arrive à un point où on a donné quelques éléments clés. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Des choses, alors bien sûr les cas particuliers, Claire est encore disponible jusqu'à 18h, c'est en face, mais n'hésitez pas à poser la question. Par exemple, souvent on se dit il faut de l'argent pour créer. C'est faux, il y a des gens qui créent avec 100 € en poche et ça marche très bien. Il faut surtout des clients. J'ai cru entendre, si tu as des clients, tu peux monter ta boîte. Allez-y. Bonsoir mesdames, je vous remercie. Donc, je vous remercie pour ces explications et j'ai une question à poser concernant un statut qui est un peu spécial de l'entreprise, qui s'appelle entreprise sociale et solidaire. Je voulais voir si vous pouvez nous donner quelques mots. Alors, je ne suis pas une spécialiste, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en termes de statut, il y en a deux. Entreprise individuelle ou société. Entreprise individuelle, je suis moi et l'entreprise joints pour la vie et pour la mort. Mais je peux quand même des fois me dissocier en protégeant différentes choses. Où j'ai l'entreprise société, c'est-à-dire une personne morale qui est gérée par des personnes morales ou physiques. Voilà, c'est ça le statut juridique. Ensuite, il y a des modalités d'organisation, des modalités de gestion. Et parmi ces modalités, vous avez des modalités dites scope, des modalités où vous êtes effectivement une part, une personne. C'est un mode de fonctionnement qui dit que, quelle que soit la part que tu as dans l'entreprise, tu auras la même façon, tu auras le même, la même priorité, le même poids que les autres. C'est par exemple la SCOP. Et là, on est dans la notion d'économie sociale et solidaire. Et économie sociale et solidaire, c'est par sa thématique également. C'est-à-dire qu'elle va associer deux critères, un critère de type d'entreprise, type SCOP, et un critère de type d'activité dans lequel elle va se déployer. Je le mets au même niveau que l'artisanat, finalement. L'artisanat, ce n'est pas une forme juridique. Être artisan, ce n'est pas une forme juridique. Un artisan peut être en société, comme il peut être en entreprise individuelle. Par contre, pourquoi il est artisan? Parce qu'il a une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui a moins de 10 salariés au moment de la création d'entreprise et qui fait un des 250 métiers référencés dans l'artisanat. Donc je le mets au même niveau. Ce n'est donc pas une forme juridique, mais c'est un type d'entreprise qui va déployer sous une forme particulière de gestion des activités particulières, sociales et solidaires, ça porte bien son nom. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a le côté effectivement juridique et aujourd'hui d'éthique personnelle, de développement durable, de respect, de partage, tout simplement des recettes, sur vos produits aussi, d'aller voir des gens, vos fournisseurs, c'est des gens que vous allez respecter à des taux. Je ne sais pas que les autres les respectent pas, mais voilà, il y a une éthique aussi derrière le fait d'être un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. C'est tout dans le terme, effectivement. Voilà. Mais il y a des sites qui sont spécialisés pour taper E2S et pareil, les SCOP en Rhône-Alpes, il y a un site qui est complètement dédié et plein de gens qui sont là pour effectivement vous aider à créer là-dedans et aussi des organismes tout simplement de financement ou des incubateurs, des groupes comme Rhône-Alpia, il y a aussi l'ADI qui est là pour vous aider pour précisément financer les projets qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Donc là, tout un réseau d'acteurs pour vous aider à créer là-dedans. Ouais. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez-y, sur des contacts, des conseils. Claire, c'est la personne qui vous aide à créer votre boîte. Les petits jeunes, là, je crois que vous êtes venus nous voir, vous vouliez créer. Des questions à Claire ou elle expliquer? Du coup, vous avez parlé que parfois on pouvait commencer avec ne serait-ce 100 €. Et du coup, j'aurais aimé que vous développiez un peu plus parce que c'est vrai que ça paraît un peu en fait, 100 €. Bien sûr. Alors après, il faut savoir pourquoi on a besoin d'argent ou pas. Il y a des gens qui vont être freelance. Par exemple, moi, je suis photographe. Bon, oui, j'ai mon matériel photo. Je peux créer mon entreprise. J'aurais pas besoin d'avoir un énorme studio, des énormes projecteurs. Je peux aller prendre des photos, être en statut freelance. On dirait que cette notion d'argent, les gens se disent, voilà, je monte ma boîte, il faut avoir plein d'argent. Pas forcément. Est-ce qu'on peut faire un point clair sur, effectivement, cette base financière qu'on nous demande? Oui. D'abord, comme je l'ai dit, et comme je le dis toujours, il n'y a pas une fiche type par entreprise. Donc, quand on nous dit, est-ce que vous pouvez me dire exactement le montant que je vais payer quand je crée cette entreprise, je dis non, je ne sais pas faire. Parce que c'est vraiment propre à chacun de vos projets. Pour ce qui s'agit des fonds nécessaires,
ça va être principalement de se dire, j'ai 2 types de fonds. J'ai le fonds de l'investissement. C'est ce que disait Sandrine. Sandrine, elle n'a pas eu besoin d'investissement. Au départ, elle avait déjà son matériel. Donc elle ne va pas avoir beaucoup d'investissement. Un boulanger qui s'installe en reprise ou en création, vous imaginez le matériel dont il va avoir besoin. Il va avoir de gros investissements. Puis ensuite, le deuxième type de fonds dont il est nécessaire, ce sont les fonds de roulement. C'est-à-dire ce dont j'ai besoin pour commencer mon activité. L'essence que je veux mettre dans la voiture, pour venir ici à Chassieux animer, le cas échéant, les conférences. Bref, et ça, vous l'oubliez assez souvent, mais pourtant ça vient dans les charges de l'entreprise. Et selon l'activité que vous avez, ça peut être de 100 €. Là, c'était la petite provoque de Sandrine, voilà, parce que j'ai pas vu d'entreprise. Mais j'ai connu pas mal d'étudiants qui sont arrivés un peu les mains dans les poches sur certains jobs, voilà, c'est vrai. Mais c'était juste pour me provoquer un petit peu qu'elle faisait ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est très variable. Ça peut aller de 100 €, allez, on va aller jusqu'au bout, à 50 000, 200, 300 000 €. La seule chose qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous gardiez toujours de l'argent pour financer ça. Parce que s'il y a bien une chose qui est imprévisible, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prévoir dans une entreprise. Donc on dit toujours, sous prétexte qu'on nous dit, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer, et je vous confirme, il y a des cas de figure où c'est possible. On se dit, on va faire ça sur nos économies propres. On ne va pas aller jusqu'au bout de la démarche. On ne va pas aller voir l'ADI qui pourtant fait des prêts super sympas pour les petits projets. Et on va y mettre tout notre argent. Et puis le jour où on va se développer, parce que c'est souvent ça, hein, c'est pas parce qu'on a des difficultés, mais parce qu'il y a un supermarché qui débarque, simplement, j'ai pas d'avance, j'ai pas de sous moi, pour payer ce dont je dois fabriquer ou ce que je dois préparer. Et là, j'ai plus d'argent sous le coude, j'ai plus mes petites économies pour dire ah, là, j'en aurais bien besoin pour faire face à ce nouveau marché ou à ce nouveau client. Et là, le banquier, il ne faut pas lui en vouloir. À ce moment-là, il aura du mal à vous aider. Il vous aidera au départ. ADI, banquier, toutes ces plateformes de financement, elles peuvent vous aider au départ parce qu'elles ont des arguments pour le faire. Vous aider en cours de route, c'est plus compliqué. Or, vous vous en foutez parce que le client, il est là et vous venez de lui dire oui. Mais vous n'avez plus d'économie pour le faire. Donc, si moi, je devais résumer, c'est qu'on ne sait pas vraiment combien il faut, c'est vraiment au cas par cas, mais dans tous les cas, ne mettez pas toutes vos économies sur un projet. Gardez-vous-en toujours un petit peu. Voilà, donc après, pour les financements, le Pôle emploi peut vous verser en une fois la somme auquel vous auriez droit, par exemple sur 6 mois. Vous pouvez aussi un peu l'utiliser. Il y a les associations Rhône Développement Initiative, RDI. Des fois, ils font des prêts sur l'honneur. Vous défendez votre projet auprès d'un panel de chefs d'entreprise, de parrains. OK, on part avec vous, on est garant pour vous auprès de la banque, on vous donne 10 000 €. Il y a des façons comme ça, mais il faut le faire dès le départ. Vous avez besoin d'argent, ça se met sur la table, effectivement, au fur et à mesure. Mais voilà, si vous avez besoin d'acheter de machines pour votre boîte, là, il y a une levée de fonds. On va appeler des business angels, des gens, on va aller les convaincre. Ils vont dire, allez, je te donne un coup de pouce. Après, c'est tout des montages financiers. Il faut se renseigner auprès des associations. Le soleil arrive comme si on avait un nouveau projecteur. C'est magnifique. On ne l'a pas vu pendant 4 jours et il arrive maintenant. Peut-être un signe pour créer sa boîte. La lumière qui arrive. En tout cas, est-ce que vous avez d'autres questions sur les formations, sur votre statut? Qui aurait envie d'entreprendre réellement ici? L'idée vous est passée par la tête. Ouais. Ça fait longtemps ou pas? On le sent en soi ou pas? Vous le savez ou pas? Dites-nous. Ouais, pour vous. Je viens juste de rentrer de Paris lors du salon des entrepreneurs. Oui, c'est vrai que c'était là. En Auvergne-Rhône-Alpes, ça sera au mois de juin. C'est toujours début de juin. Exactement. Effectivement. Alors ça, allez-y. Que vous soyez chef d'entreprise ou pas du tout, le salon des entrepreneurs, même si vous avez déjà l'idée, vous êtes aussi un entrepreneur. Il y a tous les professionnels qui sont réunis pour répondre à vos questions, allez-y. Là, il y a des grandes plateformes comme France Initiative. Oui, France Initiative, c'est comme RDI, Rhône Développement Initiative, toutes ces plateformes. Et donc, j'ai eu un contact avec eux, l'un d'eux, et je vais commencer prochainement à aller dans la famille des entrepreneurs. Aller dans la famille des entrepreneurs, voilà. Ouais. Et allez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous le dit pas, mais on le pense très fort. En tout cas, est-ce que vous avez d'autres questions? Claire est encore disponible. Le stand, donc là, on est au Mondial des métiers. On va rappeler donc où vous êtes, Claire. C'est tout simple. On voit votre bureau d'ici. Création reprise d'entreprise, c'est juste derrière. Au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut se présenter dans une chambre de métier, une chambre consulaire? Il faut prendre rendez-vous, l'accès est gratuit. Comment ça se passe? Le conseil que l'on donne, c'est d'appeler. Téléphoner, parce que là, il y a un processus qui vous sera proposé et le premier contact est effectivement sous la forme d'une réunion d'information que l'on peut vous proposer. Là, c'est gratuit. Pour Je lance mon projet que je vous expliquais tout à l'heure, c'est financé
par la région et par le FSE. Donc nous sommes financés par ces fonds-là, donc il n'y a pas forcément de demande de financement à faire par le porteur de projet. Voilà, et puis je vous le rappelle, la couleur de la moquette nous le montre, on est en Auvergne-Rhône-Alpes, votre région vous aide, vous apporte des bourses. Donc vous avez un site Je crée en Rhône-Alpes, et là on vous donnera tout le réseau des acteurs de la création, que vous soyez à Clermont, Grenoble ou Lyon. Beaucoup d'associations, on l'a vu, pour le financement, pour le montage du projet, des incubateurs, des start-upers. Il y a même des entreprises pendant 2-3 ans qui vont vous accueillir chez elles. Vous n'aurez pas à payer les locaux ni le bureau. Donc pas mal de choses à voir. En tout cas, merci beaucoup Claire d'avoir fait cette petite présentation. On vous souhaite tout le meilleur. Ce qu'il faut juste, c'est vous accrocher, croire en vous. Et je vous assure que voilà, dans quelques années, vous en saurez. Ah oui, je me souviens, j'étais à cette convention et maintenant, je suis chef d'entreprise, je fais partie de cette famille. Merci beaucoup. Très bon mondial des métiers. C'est jusqu'à 18h ce soir. Et puis Claire, c'est tout de suite juste en face. Merci à tous. Merci.